Ok, donc bonjour. Euh, donc merci à Gérard Berry d'avoir invité Anne-Cécile et à Anne-Cécile de m'avoir invité, voilà, tout ça. Donc je m'appelle Christophe Bruno. Alors le titre, en fait, j'espère que je vais arriver à en parler parce que l'introduction va être plus ou moins longue. Enfin, il faut que quand même je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait depuis les années 2000 avant d'arriver à au sujet principal. J'ai combien de temps? Une demi-heure à peu près, hein, c'est ça? Voilà. Alors il y a juste très rapidement pour dire un peu d'où je viens. Moi, j'ai une formation scientifique comme Albertine, je crois. Moi, je suis un ancien physicien théoricien, donc j'ai fait une thèse en physique théorique dans les années 90. Quelques années de recherche. Après quoi, j'ai commencé à travailler dans le multimédia culturel, puis j'ai monté des startups dans les années 2000, 90-2000. Et puis je suis devenu artiste assez tard dans ma vie. Donc c'est une longue descente aux enfers, parce qu'aujourd'hui je suis prof en école d'art. Et donc en école d'art, enfin je ne sais pas si vous connaissez la situation des écoles d'art aujourd'hui, on est tous sous anxiolytiques, antidépresseurs. Ben, j'en ai plein. Voilà. Donc je suis à l'école d'art d'Avignon et on a monté d'ailleurs je remercie Gérard pour son introduction sur d'archéologie des médias, puisqu'on a monté un laboratoire d'archéologie des médias qui s'appelle PAMAL, Preservation and Art Media Archaeology Lab, dont je vais quasiment pas parler parce que je n'aurai pas le temps, je ne peux pas parler de tout. Pour reprendre ce que disait Anne-Cécile, donc le net art. Alors c'est compliqué, il y a beaucoup de catégories, de mouvements, etc. Le net, ce qu'on écrit net art, net.art, c'est un mouvement qui a duré 3 ans, de 95 à 98 à peu près, qui s'est donc autodissous en 98 et qui était inspiré à la fois des hackers qui ont émergé dès les années 50, les hackers au sens noble, de philosophes qui parlaient de zones d'autonomie temporaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Vakimbe, qui eux-mêmes s'inspiraient des communautés libertaires des années 70 et qui avaient imaginé que le web, à sa naissance dans les années 90, pouvait ressembler à une zone d'autonomie temporaire, ce qui désenchantement était assez rapide. Et puis aussi qui s'inspirait de Marcel Duchamp, par exemple, ou d'artistes du mouvement Dada, très explicitement. Et donc moi, vous voyez que je commence... alors donc moi, je ne peux pas m'appeler net artiste, puisque les net artistes se sont dissous en 98, moi je commence dans les années 2000. Mais comme vous savez, peut-être le temps passe beaucoup plus vite sur le web, les générations durent à peu près 3 ans au lieu de 25. Et donc moi je suis un petit-fils des net artistes, puisque je commence à peu près, si on compte, ça fait à peu près ça. Et aujourd'hui, on est dans les arrière petits-enfants de ce mouvement du net art qui était très low-tech, très politique, très politisé. Bon, voilà, malheureusement, je ne vais pas en parler. Je vous montre quelques œuvres pour commencer. Alors, j'ai toujours une petite angoisse, mais heureusement, comme je vous disais, je prends des anxiolytiques parce que on ne sait jamais si les œuvres, ça c'est une œuvre de 2001, c'est un hack. Donc c'est un hack de Yahoo. Donc ça veut dire que c'est une sorte d'œuvre parasitaire qui survit sur Yahoo depuis 2001. Voilà. Il se trouve qu'elle marche. Des fois elle tombe en panne. Je vais en parler un petit peu d'ailleurs de la manière de l'historique de cette œuvre-là. Pardon, micro. Oui, je bouge. Donc c'est un hack, un détournement de Yahoo qui va récupérer les images d'actualité les plus vues en temps réel dans les différents portails d'actualité de Yahoo. En fait, maintenant, elle fonctionne avec Google aussi. Donc là, vous voyez en haut, vous avez l'image, en ce moment, l'image d'actualité la plus vue aux États-Unis, puis la deuxième, la troisième, etc. Puis en France, en Allemagne, en Italie. Et donc, je ne sais pas ce que fait toujours Berlusconi là. C'est vraiment du temps réel pourtant. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. Hein, c'est les nuits debout, ça. Hein, et donc,
Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais mentionner sur cette œuvre. D'abord, c'est assez caractéristique de ce que je fais en tant qu'artiste. D'ailleurs, Albertine a aussi même champ d'opposition, c'est-à-dire on travaille sur des flux. Là, par exemple, je ne crée pas moi-même les images, je n'ai pas les droits sur les images. J'ai aucune idée d'ailleurs des images qui vont s'afficher, mais j'ai une position plutôt parasitaire, à la limite dans un espèce de no man's land entre la consommation et la production. Et ce qui m'intéresse, c'est cette vision panoptique, panoramique des sujets de fascination de l'humanité. L'œuvre s'appelle Fascinum, qui est l'idole des Romains, l'idole phallique. Et il y a évidemment une confusion entre la question de la fascination et du faisceau. D'ailleurs, on m'a expliqué qu'en fait, je croyais qu'étymologiquement c'était la même origine. En fait, il semble que non. Que fascisme, ça vient plutôt des faisceaux et que ça n'a rien à voir en fait avec la question du regard et de la fascination. Mais enfin, je trouve ça intéressant, cette confusion. Évidemment, quand vous avez un événement global qui se produit, une guerre, une catastrophe, un tsunami, vous avez un phénomène d'unification de la pensée qui se produit de manière instantanée. Vous voyez que c'est... Alors j'espère qu'il va y avoir peut-être une guerre mondiale qui se déclenche tout de suite. Là, on va voir instantanément ces phénomènes de pensée unique, alors que, en temps normal, on peut voir quand même une certaine hétérogénéité. Donc ça, c'est l'histoire de cette pièce, c'est aussi assez intéressant parce que au départ, c'était un projet un peu politique, parasitaire, qui est fait en 2001, donc c'est avant le Web 2. Le Web était extrêmement instable à cette époque. Il n'y avait pas les flux RSS qu'on connaît, etc. Aujourd'hui, la pièce est beaucoup plus stable. Et donc, je devais la réparer tous les 6 mois, changer, dès que Yahoo changeait une virgule dans son code, évidemment, je dois réparer aussi mon code, puisque si l'écosystème, enfin, si la bête meurt, le parasite meurt avec la pièce. Ce qui est assez étrange, parce que comme cette pièce critique un peu la normalisation, l'uniformisation de la pensée, l'uniformisation de l'information, le fait que cette critique ait échoué a permis à la pièce de survivre. C'est-à-dire si la critique avait réussi, la pièce n'aurait pas survécu. Donc c'est un paradoxe assez intéressant quand on s'intéresse à la conservation de ce genre de projet. Et donc ça, c'est quelque chose qui, au fil du temps, aujourd'hui, que je vends comme une installation. Donc c'est une série de 5. Qui a été exposé dans les foires d'art contemporain, qui est acheté par des collectionneurs d'art contemporain. Et donc j'arrive chez eux, je mets la pièce au mur et se connecte au Wi-Fi, exactement comme on pourrait accrocher un tableau d'art contemporain ou une pièce plus classique, entre guillemets, à part qu'elle vit en temps réel, etc. Et j'ai réussi à convaincre les collectionneurs que... parce qu'évidemment, le grand enjeu, c'était la pérennité de ce genre d'œuvre. Imaginez que Yahoo ou Google disparaissent ou fassent faillite, la pièce disparaîtrait. J'ai réussi à convaincre ces collectionneurs-là que la durée de vie de ce genre de projet était plus importante que celle d'une peinture à l'huile. Voilà. En fait, le web est devenu tellement stable, les protocoles, si vous voulez, les protocoles d'information sur lesquels toute l'économie du capitalisme de réseau est basée aujourd'hui sont devenus tellement importants, tellement stables, que personne ne peut imaginer aujourd'hui leur effondrement. Et donc, cette pièce-là va survivre pendant les millions d'années que Google va durer, par exemple. Il y a un groupe d'artistes qui a calculé que le temps de vie de Google était de plusieurs centaines de millions d'années. Enfin, je n'aurai pas le temps de parler de ça, voilà. Et pour info, une peinture à l'huile, ça dure quelques centaines d'années. Voilà. Donc évidemment, tout ça n'est pas vrai, mais puisqu'il y aura sans doute d'autres catastrophes qui vont arriver très vite. Mais l'important, c'est que j'ai réussi à vendre le projet comme ça. Voilà. On est filmé, c'est ça? On coupera au montage. Un autre projet aussi très ancien, alors tout ça c'est préhistorique, hein. Je laisse en anglais ou en anglais, hein, c'est mieux. Le premier conseil qu'on m'a donné quand je suis devenu artiste, donc encore une fois assez tard dans ma vie, c'était surtout fais tous tes projets en anglais parce que la France, on est encore à l'ère du Minitel.
Et donc, si tu veux réussir comme artiste, tu fais d'abord tes œuvres en anglais et ensuite tu les traduis en français. Hein, donc, c'est comme ça que donc, je suis désolé pour la francophonie. Mais j'ai quand même une version française. Donc, ça, c'est une performance que j'ai faite. Alors, je suis désolé, je vais aussi beaucoup parler de Google. Donc ça, c'est un autre détournement de Google que j'ai fait en 2002. Enfin, Google a sorti son système d'AdWords en 2001, je crois, si je me rappelle bien. Vous savez que si vous tapez un mot sur Google, oups, même je fais une faute d'orthographe, vous savez que vous avez ces... Maintenant, tout le monde connaît ça. Hein. Quand j'ai sorti la pièce, les AdWords venaient juste de sortir. Vous avez l'algorithme ici, de classement célèbre de Google, et vous avez les mots-clés sponsorisés, les AdWords. Et quand Google a sorti son système, j'ai trouvé ça assez étrange. Alors j'ai pris ma carte bleue et j'ai commencé à acheter des mots-clés. Donc je pense que tout le monde connaît ce système aujourd'hui. On loue un mot, ça coûte quelques dizaines de cents, et chaque fois que quelqu'un dans le monde tape ce mot, tape le mot-clé voiture, au moment où je clique ici, je fais perdre quelques dizaines de cents à Ford. Et qui Ford est verse au moment, c'est un pay-per-click, hein, c'est vraiment l'invention du Web 2. Donc là, Ford a perdu 10 cents. Donc j'ai commencé à acheter des mots. Alors le premier mot-clé que j'achète, c'est symptômes. Et donc chaque personne dans le monde qui cherche une solution à sa maladie, voit mon annonce qui était... alors à l'époque, j'étais tout seul, hein, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait personne sur Google. Words aren't free anymore, bicornuate bicervical uterus, one-eyed hemivagina. Et lorsqu'il clique, il arrive sur mon site web, qui était à l'époque un projet qui s'appelait Unbehagen, qui était inspiré de Unbehagen in der Kultur de Freud, où on invitait les internautes à décrire leurs symptômes pour en faire une œuvre d'art. Et donc la première personne, c'était assez drôle, la première personne qui avait tapé symptômes, qui avait vu mon texte et qui était arrivée sur mon site, avait tapé hémorroïdes symptômes. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que pour chaque... alors ce qui est bien, c'est que Google vous permet de suivre l'efficacité de votre poésie. Voilà. Donc je sais que mon premier poème, je suis évidemment pas poète, hein, vous pouvez le voir, mais je sais que mon premier poème a été vu par 5500 personnes, et par contre il y en a juste 16 qui ont cliqué, donc j'ai payé 80 cents à Google, etc. Donc mon idée c'était... comme je vous disais, je suis un ancien physicien et mon idée c'était encore en quelque sorte d'étudier toutes les perturbations possibles à toutes les recherches textuelles que font les internautes. Hein. J'avais l'impression de voir les internautes penser en temps réel et je pouvais envoyer des perturbations et essayer de voir comment je les déviais de leur chemin utilitaire, etc. Et en quelque sorte essayer si j'avais vraiment beaucoup d'argent, de calculer le spectre du langage, si vous voulez. Évidemment, j'avais $5. Donc je ne suis pas allé très loin. Surtout qu'au bout d'un moment, je commence à recevoir des emails du moteur du robot de Google qui me dit que mon taux de clic est trop bas. Et que donc je mets en gros, je suis un mauvais poète, où j'ai pas grand-chose à dire, ce qui est le cas. Et donc, par le fait que mon taux de clic est trop bas, je mets en péril la dynamique économique globale du système que Google est en train de mettre en place. Comme disait Albertine tout à l'heure, vous savez que la dynamique économique de Google, c'est de prédire votre pensée pour optimiser ce système des AdWords. C'est comme ça que Google est devenu la société la plus puissante du capitalisme contemporain. Donc l'histoire, je vais vite, hein, c'est qu'au bout d'un moment, le robot critique littéraire me demande de réécrire mes poèmes. Et puis au bout d'un moment, je vois les administrateurs humains, cette fois de Google, qui sont encore plus frileux que le robot. Et donc mon compte est coupé et mon expérience s'arrête. Et donc c'est là que j'écris ce texte où j'explique qu'on est passé dans ce monde que j'appelle capitalisme sémantique, où chaque langue a un prix. Donc le mot sexe vaut $3800, art vaut $410, net art vaut 5 cents. Donc, ce que je fais en particulier n'a pas grande valeur. Et le mot le plus cher, où est-ce que c'est ah oui, c'est free. Le mot le plus cher, c'est gratuit. Voilà, donc vous avez le prix de quelques mots. Capitalisme, $2, communisme, 33 cents.
Ben Laden, 24 $, etc. Dieu vaut... Combien vaut Dieu? J'ai oublié Dieu? Non, c'est pas possible. Ah non, il est après. Voilà. Dieu vaut 10 $. Einstein, 4 $. Bruno, moi-même, je suis assez cher. Hein. Lacan vaut 53 cents, etc. Bon, aujourd'hui, on connaît tous ce système-là. Mais enfin, l'idée que j'avais, été censuré pour des raisons vraiment économiques, non plus éthiques, hein, ça me paraissait quelque chose de, évidemment, bon, je ne vais pas faire comme Lénine, parler de stade ultime du capitalisme, mais quand même. D'ailleurs, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Si vous considérez que le langage, un peu, c'est en quelque sorte les atomes, les véritables atomes dont nous sommes faits, hein, on peut se demander où la marchandisation peut aller. Par contre, si vous n'êtes pas dans cette optique, lacanienne, il y aurait encore des étapes possibles pour que le capitalisme continue. Voilà, donc la question du ressourcement du capitalisme, c'est une question qui est posée, mais qui n'est pas tranchée. Hein. Là, on est visiblement dans une espèce de stade, voilà, une sorte de transition importante, hein, dans la question de la marchandisation, mais on peut interpréter de manière optimiste ou pessimiste, selon que vous êtes de gauche ou de droite. Voilà. Donc, je passe très vite à la suite. Alors, période 2003-2004, alors Anne-Cécile parlait de post-internet. Là, c'est, disons, des œuvres qui sont pré-post-internet. Ça devient compliqué, mais je suis désolé. Ça, c'est un projet... Oh. Est-ce que j'ai perdu la connexion? Ah non, parce que j'ai fait une erreur dans mon lien. Je vais y prendre une autre pilule rose. Ça, c'est un projet qui s'appelle Wi-Fi SM, donc qui date de 2003. Alors, ça commence par une campagne de guérilla marketing. On a oublié ce que c'est aujourd'hui, mais en gros, c'est une campagne où il n'y avait pas Facebook à l'époque. Donc, l'idée, c'est pendant plusieurs mois, je me suis infiltré dans les forums en prenant des identités différentes pour promouvoir cet objet qui n'existe pas, évidemment, qui est un patch qui s'appelle Wi-Fi SM, qui permet de partager en temps réel la douleur de l'humanité et qui vous envoie une décharge électrique chaque fois que vous rencontrez le mot-clé mort, meurtre, torture, etc. Comme pour alors c'est la face noire de l'Angelino. Là, on peut paramétrer les mots-clés aussi. Vous pouvez diminuer votre complexe de culpabilité grâce à la technologie P2P, Pain to Pain. Et vous avez les commentaires des utilisateurs. Je ne peux pas réduire, désolé. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a pas de buzz négatif, hein, sur Internet. Et donc, la campagne de guérilla marketing consistait à dire du mal de mon propre projet. C'est-à-dire, je m'auto-flagellais pour promouvoir une œuvre sur l'autoflagellation. C'est important. Et ça fonctionne. Et donc, effectivement, comme tout. Aujourd'hui, n'importe qui met un Bredcat sur Internet à n'importe quel adolescent qui met des Bredcats sur Internet à 1 million de visiteurs. À l'époque, c'est pas le cas. Moi, j'avais 3-4 visites par jour sur mon site. Et avec le projet précédent aussi, en quelques jours, on a des millions et des millions de visiteurs. C'est extrêmement violent. Les artistes contemporains ne sont pas forcément habitués à une telle visibilité. Donc aujourd'hui, vous savez ce que c'est tout le monde sait ce que c'est un Bredcat? Parce qu'on est au Collège de France, normalement, vous savez ce que c'est. Bredcat. Hein. Donc ça, c'est la... Je sais pas, il n'y a pas de... Comment dire... Il n'y a plus besoin d'artistes sur Internet, puisque... Enfin, moi, je pense que ça, c'est infiniment mieux que tout ce que j'ai fait. Mais c'est des œuvres spontanées, autogénérées, qui circulent, voilà, des millions et des millions de... Il y a aussi le... Alors, on a fait l'archéologie du lolcat.
au laboratoire pas mal, donc c'est très intéressant, mais j'ai pas le temps d'en parler. Et puis, alors ce qui est bien, c'est que j'ai quand même réussi, après un an, après avoir demandé pas mal de bourses, essayer de monter des projets, demander des bourses au ministère, etc., pour faire fabriquer ça. Personne ne voulait le faire, mais j'ai quand même réussi à trouver un petit électronicien en bas de chez moi qui veut rester anonyme, mais qui a réussi à le faire. Donc c'est un bracelet, donc ça fonctionne. C'est un bracelet de prise, voilà, c'est pas vraiment miniaturisé, c'est pas un patch, mais ça c'était voilà en 2005, je crois, 2006, dans ma galerie. Les gens mettent leurs mots-clés et puis reçoivent la décharge électrique. Voilà, ici les mots-clés c'était bird flu, war, Villepin, Sarkozy. Voilà. Et à la nuit blanche, j'ai pu électrocuter des milliers de personnes qui faisaient la queue. Et il n'y a qu'une seule personne qui a voulu me casser la gueule. Et donc je considère qu'il n'y a qu'une personne qui a vraiment compris le projet. Et ça fonctionne, et le projet est exposé en ce moment même à Séoul, en Corée du Sud. Voilà. Donc, on l'a fait un peu restaurer grâce au laboratoire pas mal. Alors j'accélère un peu parce que je me rends compte que voilà. Ça c'est un projet de 2007. Alors je ne sais pas si Yann Lecun, comment on dit Lecun Lequin est dans la salle, mais bon. Donc 2007, c'est avant le deep learning. Hein. On a construit un réseau de neurones. Ça s'appelle logo-hallucination. Et l'idée, c'était de détecter les formes dans le paysage visuel de l'Internet, hein, qui ressemblaient à des logos, à des marques. Donc ici, alors, et là, c'est dans le blog, on archive donc on fait tourner le réseau de neurones et on archive les résultats les plus intéressants. Donc vous avez dans la leçon de musique de Vermeer, le logo d'Atari, ici. Vous voyez. Ici, vous avez la segmentation. Apple. Évidemment, c'est des images qui existent, qu'on a trouvées. Je vais vite. Hein. La Chrome Maltaise, Motorola, Adobe. Alors ça, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est une dame qui avait trouvé un vieux sandwich au fromage moisi dans son tiroir et qu'il avait vendu 28 000 $ sur eBay parce qu'elle avait reconnu la Vierge Marie. Mais elle n'avait pas vu qu'il y avait le logo de Adobe. Centrino, AT&T, bon, il y en a plein, hein, McDonald's, etc. Motorola. Ah, celui-là, est-ce que vous... Ah, zut, vous avez vu déjà. Vous voyez, le logo, Carrefour, ici, une partie. Gaz de France. Hein. Donc ça, c'est bien parce que... C'est bien parce que je voyais sur mes statistiques, vous savez, il y a des statistiques sur les sites web, et donc sur mes stats, je voyais les statistiques de consultation de cette page, je voyais premierministre.gouv.fr. Et donc je sais que le Premier ministre a vu mon œuvre. C'est vraiment... Alors, bon, etc., bon, l'origine du monde... Je ne sais pas si Yann Lecun arrive à faire ça. Et alors, chaque fois qu'on trouve une coïncidence, évidemment, on envoie un message, on envoie un email automatiquement au propriétaire de l'image et à la marque pour qu'ils se mettent en rapport et qu'ils négocient des droits. Voilà. Autre projet de la même époque. Alors, c'est une époque de rematérialisation. C'est pour ça qu'on parle de post-digital. Mais enfin, c'est avant le post-digital, donc c'est pré-post-digital. Là, comme pour le Wi-Fi SM, on essaie de se débarrasser des écrans. Hein, donc, l'interface, c'est la peau. Là, ici, c'est un projet où c'est inspiré de ma première pièce, en fait, que je ne vous ai pas montré, qui s'appelle Epiphany, qui est un détournement de James Joyce et de Google. Mais je vais vous montrer une vidéo. Donc, je vous explique. Alors, je vais la lancer pour voir si elle se télécharge bien quand même. Et si j'ai du son. C'est un comédien, en gros, qui est connecté à Google. Moi, je suis là. Donc là, c'est une pièce. La première, c'était en 2004.
Donc ça fait une douzaine d'années qu'on fait ces performances-là. Ça, c'était aux Instants Chavirés à Montreuil. Alors, je vous explique, je vérifie juste qu'il y a du son. Voilà. Le fonctionnement, moi je suis dans la salle, alors on ne prévient pas les gens, hein, je suis dans la salle, j'ai mon smartphone, je tape des mots-clés qui sont envoyés dans Google. Ça va chercher dans le voisinage de toutes les phrases qui contiennent ce mot-clé dans Google, donc il y en a beaucoup, des phrases en rapport avec le mot-clé, hein, dans le voisinage sémantique. Et j'en prends quelques-unes au hasard, et c'est renvoyé aux oreilles du comédien, où il y a un robot de synthèse vocale qui lui dicte son texte en temps réel, et donc sa seule directive, c'est de répéter ce qu'il dit, et d'essayer de l'interpréter comme s'il interprétait en temps réel l'ensemble de toutes les paroles de l'humanité, si vous voulez, s'il incarnait le langage dans sa globalité. Et là, dans cette performance-là, on essaie d'établir des discussions avec le public, et je vais vous montrer peut-être une minute le début de la performance. J'espère qu'on entend bien, le son n'est pas hyper bon. Ça a découpé, hein. C'est la matière non figurative. C'est ouvert du lundi au dimanche, hein, à la Fondation Cartier. On recherche des modèles, c'est un truc un peu psychédélique. Parce que comme le disait Pierre Dubois, il a fait un peu entrer l'accusé, ce peintre. Et en fait, cette boule représente le monde entier. Chaque personne à Montreuil, c'est une sorte de spécialité, une nature morte de l'art moderne. Et le mercredi 12 septembre à Montreuil, il y avait une série de photographies d'architecture, enfin sur la cité, sur une vue d'enfer. Et le monde de Montreuil, en fait, était... Ça se fait pas rigoler avec Jésus et Dieu. Je me demandais ce que vous entendiez dans le casque. Le texte. La vie de Jésus est une forme de réalité sociale. Stigmatiser la région, en fait, le sexe en érection filmé comme deux corps audibles. Enfin, moi, je crois à un gros sexe. Et c'est pas du tout ce que pensait Yann Arthus Bertrand, en fait. Il avait fait une forme de déclinaison du romantisme. Et suis-je un salaud, un peu voyeur? Non, non, je suis juste un mec du 7e art qui bouleverse les codes établis. Et Sarko est un salaud capitaliste, mais moi je vois pas, enfin vous pouvez le constater en fait, c'est le cul, c'est très bandant, c'est la femme à lunettes qui est une grosse salope qui adore se taper. Et dans cette vidéo en fait, il y a cette vieille à lunettes qui adore se taper, qui adore le sexe. Une forme de convivialité, de rencontre, d'information. Que de lesbiennes. Voilà, donc les gens sont très soulagés quand ça s'arrête. Bon, on en a fait plein, les vidéos sont sur le site. Il faut que j'accélère, vraiment. Hein. Ça va? J'ai combien de temps encore? Ah, mais voilà. Bon. Je vais quand même accélérer, parce que je ne suis toujours pas arrivé à mon titre. Alors bon, là, vous voyez, le début, j'appelais ça l'art conceptuel sans idée. Je ne sais jamais s'il faut que je mette un S ou pas, ici. Parce qu'évidemment, c'est des pièces parasitaires, comme vous avez vu ici, par exemple, où je parasite le langage dans sa globalité. Mon médium, c'est le langage, l'ensemble de toutes les images, etc. Donc ça, c'est déjà un certain degré d'abstraction, on va dire. Là, on passe à un deuxième degré d'abstraction, je vais essayer de vous expliquer. J'ai remarqué que, je ne sais pas si je vais y arriver en un quart d'heure, mais enfin en 5 minutes, on va voir. Alors, à partir de 2003-2004,
je commence à remarquer que toutes les œuvres que je produis, d'ailleurs que toutes les œuvres que produisent les artistes de cette époque, sont systématiquement plagiées, récupérées par les sociétés qui sont en train de s'implanter sur Internet, le marketing, etc. Alors, c'est pas très grave parce que c'est bon, on est dans l'ère de l'open source, l'internet libertaire, le partage à l'infini, etc. Mais quand même, c'est un peu bizarre. Par exemple, la première pièce que je vous ai montrée, la Fascinum, hein, elle est refaite quasiment à l'identique par un designer qui est embauché par une agence de marketing de Benetton, hein, qui fait quasiment exactement le même projet. Donc une grille de 10 par 10 hein, qui récupère les flux d'actualité. Alors que ma pièce, elle a déjà été oubliée. Hein. Je vous rappelle qu'une génération, c'est 3 ans. Donc il revend donc ce Benetton. Alors ce qui est drôle, revend le projet qui est un plagiat peut-être sans faire exprès d'ailleurs, peut-être qu'il a réinventé, hein, je ne sais pas, de ma pièce Fascinum, qui est un hack de Yahoo, le revend à Yahoo en tant qu'œuvre d'art. Je ne sais pas si vous imaginez le... Alors que moi, je suis en train de me demander comment je vais vendre ce projet, j'ai pas les droits sur les images, elles tombent tout le temps en panne, moi-même je vole Yahoo, hein, je vole les images de Yahoo, est-ce que j'ai vraiment le droit? Benetton arrive et il dit, voilà, bon, pas de problème, je le revends à Yahoo. Voilà, moi, c'est vraiment un amateurisme total. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a quand même un petit problème. Et puis je commence à collectionner, en fait, je commence à faire une collection de plagiat. Alors moi-même, je suis hacker, donc dans le hack, c'est une forme aussi de plagiat, hein, de récupération, de citation, il y a toute une syntaxe de ces choses-là. Là, c'est par exemple voilà, un exemple de quelques-uns des plagiats de Fascinum. Ça se termine avec les élections présidentielles en 2007, où ça c'était le site web de Ségolène Royal, en 2007, qui avait été fait par le fils de Ségolène Royal. Et d'ailleurs, j'ai appris, mais beaucoup plus tard, que le photographe de la campagne de Ségolène Royal, c'était, j'ai oublié son nom, Toscani, je crois, le photographe vedette de Benetton. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez étrange. Et je commence à m'intéresser de manière systématique à ces questions de récupération, de flux, et la manière dont les concepts circulent sur Internet. Et donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le degré d'abstraction. Au départ, je m'intéresse à l'Internet comme un réservoir un peu brut de langage. Et là, maintenant, je m'intéresse aux trajectoires dans ce réservoir, aux trajectoires temporelles des concepts à l'intérieur de ce réservoir. Alors, tout ça pour arriver à essayer de vous expliquer. Donc, mon titre, c'est du dadamètre à sémiographie. Donc, première étape, c'est ça, c'est le dadamètre. C'est un projet qu'on a fini en 2008. Voilà, est-ce qu'on voit en entier? Comment je fais pour réduire J'arrive pas à réduire la taille. Bon, bref. Je vais aller sur le site web. Qui est un projet de cartographie du langage. Voilà. Qu'on a fait en 2007-2008, qui était exposé au Jeu de Pommes, à l'espace virtuel du Jeu de Pommes. Alors, je vous explique rapidement le principe. Hein. Je vais très vite. Tout à l'heure, on a vu que si on tapait un mot sur Google, on avait une valeur. Hein. Mais si vous tapez 2 mots sur Google, vous savez bien que Google vous donne un chiffre ici. Ce n'est pas les images qui m'intéressent, hein, c'est le 527 000. Et si vous tapez notre couple de mots, je tape toujours les mêmes, comme ça je peux voir l'évolution. Vous avez, tiens, c'est à peu près le même résultat. Par contre, si je tape... voilà, vous avez un résultat qui est un petit peu différent. C'est bizarre, en général, les résultats sont beaucoup plus différents que ça. Enfin bref, vous avez compris, il y a une corrélation entre les mots. Et si on arrive à... Alors évidemment, moi je ne travaille pas chez Google, donc le seul accès qu'on avait, c'était d'essayer de télécharger ces chiffres-là. On a pris tous les mots du langage, enfin on s'est limité à 8000. Donc 8000 fois 8000 divisé par 2. Et on a fait toutes les requêtes pendant des mois et des mois. On a essayé de télécharger ces corrélations. Hein.
Et donc on a calculé la distance. Alors c'était l'époque où il y avait les premiers articles, alors bon, puisqu'on est au Collège de France, je peux en parler, qu'il y a des articles de Vitani sur une pseudo-distance sur le réseau langagier, etc., qu'on a utilisé. Et puis, donc on a défini 3 critères. Alors, le premier critère, c'était la distance homophonique entre les mots, ça c'est facile, comme billard, pillard. Donc ça s'appelle le dadamètre parce que c'est inspiré de Raymond Roussel, qui a écrit, vous savez, qui était le grand inspirateur de Dada, du nouveau roman, de l'Oulipo, des surréalistes, etc., et qui avait inventé une méthode mécanisée pour produire de la littérature. Et l'exemple célèbre de Roussel, c'est billard, pillard. Enfin, les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard, les lettres des blancs sur les bandes du vieux pillard. Le livre de Roussel, le roman, devait commencer par la première phrase et se terminer par la dernière. Donc il travaillait sur l'homophonie et l'équivoque. Donc on avait, ça c'était facile à calculer, une distance d'homophonie entre les mots. Ensuite, la similarité Google, donc c'est là qu'on a utilisé les articles qui venaient de paraître sur la distance sémantique, qui utilise ces chiffres dont je vous ai montré, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on avait défini un troisième critère d'équivoque qui est un peu plus compliqué, parce que ça correspond Enfin, il nous fallait 3 critères. RVB, voilà. Et après, on utilise un réseau de neurones. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, chaque critère correspond à une couleur. Et puis, on jette tous les pixels de couleur par terre. Et puis, il y a un réseau de neurones, enfin, entre guillemets, il y a un réseau de neurones qui dit aux couleurs similaires de se mettre ensemble. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une carte. Donc, ça, c'est une carte. Ce qui est important, c'est que chaque pixel, c'est un couple de mots. C'est pas un mot. Chaque pixel est un couple de mots. La zone verte, ici, c'est la zone où la distance est la plus élevée. La distance sémantique entre les mots est la plus grande. Donc on a une sorte d'état du langage assez imprévisible, donc on appelle ça la friche. Ici, on a une zone où les distances, où la prévisibilité est très forte, que j'appelle le mainstream. Ici, vous avez la zone d'homophonie. Puis l'utilitarisme, ce qui correspond au troisième critère, etc. Bon, on arrive à... Évidemment, ça c'est moi qui décide comment s'appellent ces zones-là, mais la carte, elle émerge naturellement. En principe, si on faisait le travail proprement, voilà, on pourrait le faire. Google sait le faire, probablement. Par-dessus, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que j'ai réussi à replacer... alors le programme, ça a été fait... Je travaillais avec un informaticien roumain, qui s'appelle Valeriu Lacatusu, qui a développé le réseau de neurones. Donc, vous savez que les Roumains sont très très forts. Et ils sont pas chers aussi. Je lui ai donné une pizza et un truc de coca à boire. Et il travaillait dans sa cave. Et il a fait ça. Donc, on coupera aussi. Et donc par-dessus, vous voyez les régions restent, mais j'ai réussi à replacer une petite histoire de l'art, enfin de la modernité, disons, le modernisme plutôt. Donc au centre de la friche, vous avez le hapax, qui est décorrélé complètement. Le hapax, c'est un mot qui existe une fois et une seule dans la littérature. Célèbre poème de Mallarmé, bon blablabla. Donc qui est complètement décorrélé du reste du langage. Vous avez les épiphanies de Joyce, Burroughs, Lunetar, Roussel, Dada, Jarry, la pataphysique est par là... évidemment, et puis ici, l'idée c'était d'essayer de comprendre comment dire, les concepts émergeaient de cette zone de friche et migraient vers la zone du mainstream, où là vous retrouvez évidemment le pop, Warhol, l'ennui, la télé-réalité, etc., tout ce qui est prédictible. Et puis ça fait, alors ça c'est un screenshot du langage, disons, à l'échelle globale. Comme tout à l'heure, on avait, alors j'ai oublié le nom, pardon, de l'astrophysicien de ce matin qui présentait les fluctuations primordiales de l'univers. On a un screenshot, mais évidemment, on aimerait comprendre comment ça évolue et comment les concepts émergent, etc. Mais bon, on n'y est pas arrivé parce que c'est complexe. Enfin, c'est le projet dont je vais parler juste après, mais en 30 secondes. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment les concepts, ou les artistes d'ailleurs, tournaient, là, se laissaient emporter par le courant, ou résister au courant, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, donc moi j'étais un artiste émergent dans les années 2000, et puis voilà, dans les années 2004-2005, j'ai commencé à exposer en galerie, dans les foires d'art contemporain, etc.
Et puis ici, on est recyclé vers l'utilitarisme. On passe par des mouvements qui ont déjà existé, un nouveau réalisme de recyclage, etc. Puis ça, voilà, c'était une sorte de discours du capitalisme comme ça qui tourne à l'infini, qui dure 3 ans pour moi. Et donc par exemple, j'ai fait le test, effectivement. Donc l'idée, c'était de mesurer ma hype, ma célébrité au cours du temps. Et donc le meilleur test pour voir, c'était de plus rien faire pendant 3 ans. Et de voir si au bout de 3 ans, sans rien faire, j'avais de nouveau une actualité, etc. Donc pendant 3 ans, j'ai arrêté de produire des œuvres d'art et mesurer ce que je vais vous montrer ensuite, mes cycles de... Voilà, Gérard me dit que j'ai plus le temps. Cycle de hype. Et ça fonctionne bien. C'est-à-dire vous pouvez vous arrêter de bosser pendant 3 ans. Dans 3 ans, vous serez redécouvert. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai pas rien fait pendant 3 ans. J'ai quand même... je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait... où est-ce qu'il est? Ah oui. J'ai joué au Tetris. J'espère que ça va marcher. Pourquoi il ne veut pas marcher? VLC. Voilà, j'ai joué au Tetris. Alors là, ça dure quelques minutes, mais c'est le résultat de 3 ans de jeu de Tetris. Alors c'est un peu en accéléré. Hein. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Mais c'est le vrai jeu. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une scène désenchaînée avec Cary Grant et Ingrid Bergman, Hitchcock. Voilà. Donc un film entier d'une heure, ça dure à peu près, enfin, c'est une dizaine d'années de jeu. Enfin. Donc l'œuvre n'est pas tout à fait finie. Alors je termine, désolé, c'est horrible. Alors, pourquoi je parlais d'astrophysique, de fluctuation primordiale? Le projet suivant, donc, alors, je passe sur l'invariance d'échelle, machin, il y avait une question ce matin sur tout ça. J'ai lu, alors lisez ça si vous ne l'avez pas lu, hein, Linked, mais tout le monde a lu ici. Hein, il y avait une question ce matin sur les connexions neuronales, la répartition des galaxies. Et je rajoute une question sur la structure du web. Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Donc, moi, je pense que oui. L'invariance d'échelle, ça veut dire que, quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez le web, il a la même structure. Et donc, en particulier, vous avez des positions dominantes comme Google. Et c'est très important politiquement. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, le web, c'est pas l'espace démocratique équiréparti qu'on imagine. C'est la structure la plus hiérarchisée et la plus capitalistique qu'on puisse imaginer. Qui n'ait jamais existé sur Terre. Quoi, hein. De même que Facebook, c'est l'outil le plus de surveillance le plus perfectionné qu'on ait inventé. Donc, pour essayer de comprendre comment regarder les fluctuations primordiales du langage et les voir évoluer, on s'est inspiré de... Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Artware et qui aujourd'hui s'appelle Sémiographie. Artware, au départ, on voulait, comme je disais, essayer de suivre les trajectoires des concepts sur Facebook, hein, et d'essayer de comprendre comment les concepts se formaient, émergeaient de la friche, par exemple, transitaient de communauté en communauté, arrivaient vers le mainstream et étaient recyclés, comment les concepts interagissaient entre eux au cours du temps. Donc on avait commencé à concevoir une application Facebook avec un philosophe de la logique et programmeur qui s'appelle Samuel Tronçon, qui avait fait sa thèse avec Jean-Yves Girard. Mais bon, le projet n'a jamais abouti parce qu'il nous manquait quelques millions d'euros et puis on s'est fâché. Et en fait, chaque fois que je fais des projets avec Facebook, vous savez, c'est le réseau d'amis Facebook, je fais des projets avec des amis et on se fâche, on n'est plus amis, et le projet avorte, c'est un peu bizarre. Le médium et le message, comme disait McLuhan. Donc là, on a utilisé un truc qui est assez connu dans le marketing, qui est un cycle de hype. En fait, c'est une société qui s'appelle Gartner, qui mesure la vie et la mort des projets de nouvelles technologies. Ici, vous avez celle de, je sais pas, 2009. Vous voyez qu'en 2009, la hype
c'était le cloud computing. Mais ensuite, vous avez une période d'invisibilité, exactement comme je parlais de période d'invisibilité artistique. Hein. Et puis, vous avez ensuite une deuxième phase qui... donc là, vous avez une concurrence très forte. Il y en a un seul qui reste. Le produit est testé et validé. Et c'est après cette phase de hype qui va être implémentée sur le marché. Et qu'il va vraiment gagner de l'argent. Donc, on a exporté ce concept-là dans l'histoire de l'art. Donc, on utilise des cycles à toutes les échelles. Ça peut être 3 ans, mais ça peut être les cycles de Kondratiev aussi, sur 50 ans. Et je termine là-dessus, donc ce sur quoi je travaille en ce moment, donc, qui est la suite du projet Artware, qui est un projet qui s'appelle Sémiographie, avec l'historienne de l'art Christelle Desbordes. Et moi-même, on part en Californie, on est lauréat de la Villa Médicis hors les murs, pour travailler sur l'émergence de l'art conceptuel en Californie et l'émergence concomitante de la Silicon Valley dans les années 60-70. Et on travaille beaucoup sur l'adaptation de ces cycles de hype, ces flux, à des concepts artistiques ou à des artistes. Hein. Donc ça, c'est le cycle de hype. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'ai plus le temps, mais de la pièce dont je parlais tout à l'heure, Fascinum. Voilà. Et je termine. Aujourd'hui, donc, je travaille sur du post, je ne sais pas comment on appelle ça, post-internet. Au lieu de faire des applications Facebook qui essayent de cartographier des flux de concepts, des choses comme ça, je me suis remis à un travail manuel, c'est-à-dire que en ce moment, je produis toute une série de dessins qui sont des dessins de topologie globale et de flux du réseau, mais cette fois sans ordinateur, sans calcul, etc., avec une sorte d'intuition et puis un retour à des pratiques voilà, qu'on avait laissées de côté pendant des années et sur lesquelles un grand nombre d'artistes retournent. Donc ça, c'est un dessin de la structure en nœud papillon du réseau, un peu adapté. Voilà. Ici, vous avez le tube de Debord, le tube de Deleuze et la structure des flux capitalistiques, de l'information, etc., etc. Et je m'arrête là parce que j'ai plus du tout le temps. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé le temps qui m'était imparti.